Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la légitimité des artistes et même que ça soit dans l'auto-entrepreneuriat de manière générale. Donc, ça fait actuellement 5 mois que j'ai décidé de publier des contenus par rapport à ma pratique artistique. Et donc, je sais que ce que je dis peut prêter à confusion, mais je me sens très très découragé parce que le nombre de vues n'augmente pas. Je n'ai pas suffisamment d'interaction avec mon auditoire, que ce soit le spectateur ou le commentateur qui va voir mes vidéos. Et peut-être que je me dis que mon travail n'est pas vraiment abouti ou mérite pas forcément d'être vu. Et je sais que ce que je dis est totalement faux et qu'il faut beaucoup plus d'endurance et de motivation pour arriver à ses fins. Mais je sais que comme j'ai un esprit très très impatient, je veux obtenir des résultats sur le court terme. Mais ça, encore une fois, c'est comme si on me disait que j'allais gagner au loto d'une fois de mise. Je sais pertinemment que ça n'arrivera presque jamais et qu'il faut beaucoup travailler pour obtenir un résultat convenable qu'on apprécierait. Mais pour autant, c'est pas seulement YouTube qui me décourage, mais aussi Instagram, parce que je vois le nombre d'abonnés baisser. Au début, j'étais à 16K, maintenant je suis à 15,7. Alors je sais qu'on va me frapper hein, quand je dis ça, mais je sais pas. J'ai l'impression de publier des contenus dans le vide et qu'au fur et à mesure, je m'essouffle et je perds toute motivation et même toute envie à dessiner, pardon, parce que maintenant je prends ça plus au sérieux, j'ai plus cette insouciance, cette naïveté lorsque je produisais des choses. Et ce qui m'énerve avec moi, c'est que je prends trop à cœur les choses et j'aimerais avoir un esprit plutôt détaché par rapport à tout ça et de me dire que ouais, je publie, c'est pour faire partager mon contenu à des personnes, mais je n'attends rien en retour. Mais sauf que ça marche pas comme ça malheureusement et que si je veux en faire mon métier et que je veux être rémunéré, il faut bien voilà, que je me vende en tant qu'artiste et ça je sais pas le faire. Et j'aimerais aussi avoir des cours, que ça soit en communication, management, en gestion, que ça soit de l'argent, de vente aussi. Mais j'ai vraiment pas l'envie de le faire parce que je me sens pas capable de gérer toute cette pression. Et le dilemme qui se fait envers moi-même, ça va être soit de travailler pour une entreprise dont j'ai horreur et je ne voudrais absolument pas ça parce que j'aime être indépendant, j'aime mon statut d'indépendance, mais pour autant j'ai jamais appris à être indépendant. Déjà, que ça soit par moi-même, hors du travail, hein, bien évidemment, que ça soit gérer ma nourriture, faire le ménage, même avoir ne serait-ce qu'un appartement où je vis seul, je n'ai jamais eu ça. Et aussi, par rapport à l'administration et à gérer mon argent, ça je ne sais pas du tout le faire. Et même par rapport à la banque, je sais que si mon père ne m'accompagne pas, bah, je ne vais jamais le faire parce que c'est comme si, je me retrouvais dans un autre monde avec un langage, que je ne comprends absolument pas, qui m'énerve, qui me fatigue et ça me stresse, tout simplement. Bienvenue dans le monde adulte, comme diraient certains. Sauf que moi, le monde adulte, je ne le comprends pas et quand je ne le comprends pas, je n'ai pas de motivation à commencer à m'y intéresser. Et c'est là tout le problème parce que, bah, quand tu veux être artiste, il faut un minimum avoir de compétences sociales pour, que ça soit vendre ses œuvres, ses produits. Je sais aussi qu'on peut marchander et qu'on peut, ne pas avoir un prix qui va être fixe, mais qu'on peut s'adapter à un client qui va nous demander telle ou telle chose. Et même là, que ça soit en gestion de temps, je sais pas comment, me mettre en avant et ne pas dire non aussi. Parce que j'ai vraiment peur de heurter, certaines personnes avec, mon franc-parler. Et donc là, la question, elle se pose de: «Est-ce que je dois plutôt m'adapter ou non?» Et quand c'est question d'adaptation, je sais que ça va aussi être question de fatigue et de burn-out. Cette notion-là, elle n'est pas du tout à négliger, au contraire, elle est vraiment à prendre au sérieux
Et j'ai l'impression aussi que je navigue beaucoup entre le burn-out et le contraire du burn-out. Je ne sais pas comment on l'appelle. C'est un autre terme qui va être cette fois-ci relié à l'ennui. Et c'est une notion aussi qui me pose énormément de problèmes parce que je vacille sans cesse entre le stress, l'anxiété et l'ennui. Et je sais que c'est hyper red flag vis-à-vis de moi-même et que j'ai un comportement mais hyper toxique. Je suis mon pire ennemi, ever. Je me sens constamment perdu, constamment inférieur aux autres. Je sais pas quoi faire de ma vie, je sais pas par où commencer. J'ai envie de faire 1000 choses, mais au même temps, je me dis, mais à quoi ça sert? J'ai tout un tas de questionnements, que ça soit existentiel, philosophique. Ça me met énormément mal à l'aise d'être comme ça. Et quand je vois les autres, j'aime pas du tout me comparer, hein, vous savez, mais je suis obligé de le faire parce que sinon je vais jamais prendre conscience de mes comportements et de ma façon d'être. C'est triste et horrible de dire ça, mais c'est comme si je vivais dans une prison mentale que je me suis moi-même construit et dont j'arrive pas à franchir la limite. Et si je suis intransigeant avec moi-même, en toute honnêteté, je ne survivrai pas tout seul. Mais ça, c'est quasiment impossible. Déjà, j'ai un manque d'organisation qui fait que je vais être surmené, mais du tac au tac. Et en plus, aucune sociabilité, donc c'est pas que je ne veux pas demander de l'aide, mais que je suis dans l'impossibilité de le faire parce que j'ai appris à être seul. Mais par effet domino, je sais aussi que je ne peux pas survivre seul parce qu'il y a des choses que je ne pourrais pas faire. Comme par exemple, que ce soit les tâches administratives, certaines compétences qui se requièrent peut-être de l'ordre plus mécanique. Vous voyez, réparer les lavabos, et même par rapport à ma force physique, comme je n'en ai pas et qu'elle est quasi inexistante, je suis obligé de demander de l'aide, par exemple, d'opérateurs ou de personnes qui viendront intervenir chez moi si j'aurais un appartement. Ce sont autant de difficultés qui confirment le fait que je ne suis pas apte pour l'instant à gérer quoi que ce soit. Et c'est encore plus compliqué parce que je me dis que j'ai rien à faire dans cette vie et, et que à quoi bon, tout simplement. Je sais pas si je suis vraiment dans le pessimisme dur et simple ou si je cherche à trouver des solutions mais que je suis pas, je suis pas mon meilleur ami et que je prends pas de pincettes et de mise à distance. Et donc là, je suis vraiment impitoyable. Je ne sais pas, je ne sais rien du tout. Je fonctionne comme un robot qui exécute des tâches et qui ne sait pas être malléable, enfin qui ne sait pas plutôt voilà, s'adapter en fonction des situations. Moi, le matin, mes routines typiques, ça va être de me lever, de regarder mon téléphone, parce que sinon j'aurais aucune énergie et j'ai vraiment besoin de ce shoot d'adrénaline, même si je sais qu'à long terme, ça va être plutôt nocive. Et le soir, c'est pareil, je peux pas dormir sans téléphone parce que ça me réconforte dans ma routine. Et comme j'ai besoin de structure, malgré le fait que j'ai un profil désorganisé, donc à la fois évitant, mais en même temps anxieux, donc je navigue entre ces deux extrêmes-là, même si pour moi, ils sont liés, hein, par des blessures de rejet, d'abandon, d'humiliation. Si du jour au lendemain, je me détache de toutes ces habitudes qui font que je me donne une raison d'aller mal, je vais aller encore plus mal que ça. Ça va être vraiment, je pense, la pire dépression que j'aurais eue de ma vie, parce que j'aurais perdu tous mes repères et tout mon mécanisme de défense, parce que la fuite est, je sais pas le terme exact. Voilà, c'est ça, le repli sur soi. Je pense que je me mets dans une solitude imposée et nécessaire pour essayer de me calmer, mais paradoxalement, si je le fais trop longtemps, ça va avoir l'effet inverse et ça va plus me poser des questionnements. Et après, j'ai parfois eu l'arrogance de me dire que j'étais trop intelligent pour certaines personnes,
C'est pour ça que j'étais malheureux. Mais maintenant, je me dis que c'est juste que je suis stressé, que je suis anxieux de la vie et c'est pour ça que je cherche constamment des questions parce que je suis pas à l'aise avec moi-même et que je ne suis pas aussi heureux dans le monde dans lequel je vis. Donc c'est pour ça que j'essaye de me retrouver, en tout cas de retrouver des subterfuges, bah, pour essayer de me donner une raison de pourquoi je ne vais pas mieux. Et ça, encore une fois, c'est une intellectualisation de mes pensées. Elles ne sont pas du tout rationnelles, mais j'essaye de savoir le pourquoi du comment je suis comme ça. Et je sais que c'est pas la bonne manière de guérir et d'être en relation saine avec moi-même. Or, c'est la seule façon, que j'ai appris pour, tempériser mes émotions, mes sensations, ce flot de pensées, continuel qui me hante depuis ma tendre enfance. Alors tendre, bien évidemment, ce mot pour moi est extrêmement ironique, parce que j'ai jamais eu de tendre enfance. C'était une enfance plutôt chaotique, évitante, disproportionnée, que ce soit émotionnellement, et une enfance aussi, d'incompréhension, de questionnement et ça me suit encore à l'heure actuelle. Donc ceux qui me disent qu'ils ont eu une enfance plutôt normale ou et même qui réussissent à trouver des jobs, à sympathiser avec, d'autres et même à être en couple, hein. Pour moi, c'est une réelle difficulté, je comprends pas le principe et je me déteste pour ce comportement que j'ai, c'est que, bah, automatiquement, je vais me fermer, je vais me mettre en colère contre ces personnes qui réussissent parce qu'elles renvoient, un certain, savoir-faire que je n'ai pas et que je n'aurai peut-être jamais. Mais oui, ces personnes ont tout pour eux, ils réussissent dans n'importe quel domaine, ils ont une confiance, ils se posent jamais de questions. Alors je sais qu'on se pose tous des questions, mais eux peut-être un peu moins parce qu'ils ont appris durant l'enfance et ils ont eu un entourage, je vais pas dire bienveillant, mais qui ont su leur apporter de la sécurité pour qu'ils, voilà, pour qu'ils déploient leurs ailes et qu'ils entrent dans la vie adulte, de manière plus sereine et de manière plus confiante. Sauf que j'avais vraiment cette impression d'étrangeté sur ce qui m'entourait. J'ai jamais été aussi à l'aise dans les moments, en société, que ça soit avec des gens, alors peut-être avec des personnes hyper proches, peut-être 2 personnes. Je vais citer Wissem, dont j'ai plus de contact avec elle actuellement, et Bruna. Même si avec Bruna, on n'est pas très proche par rapport à cette ex-meilleure amie, mais je sais que je peux quand même lui faire part, de mes ressentis et de cette période un peu down et pour autant je veux pas non plus l'accabler et faire que ça vampirise son énergie parce que ça aussi j'en ai conscience. Je sais que je peux être toxique par rapport à cette négativité, donc j'essaye, bah, déjà de me guérir moi-même et de m'apporter mes propres solutions sans, que la personne à côté, elle soit dans une impuissance et elle se dise, OK, là je commence un peu à drainer mon énergie à cause de cette personne. Je sais que cette personne souffre, mais pour autant, je dois me prioriser moi-même et ça je pense que je le comprends assez bien. Il faut parfois être égoïste et se retirer quand c'est nécessaire. Récemment d'ailleurs, j'hésitais à la contacter, parce que j'avais aucun élan vital qui me permettait de discuter avec elle et en plus, comme, j'ai pas beaucoup d'estime envers moi-même et de confiance et je me disais que je ne faisais que la déranger dans son travail. Elle, elle a fait du théâtre, elle est dans les beaux-arts. Actuellement, elle recherche aussi des DNMAD comme moi évidemment, mais je sais que ce qui me différencie d'elle, c'est qu'elle, elle a eu des expériences de travail. Elle a fait de nombreux jobs, elle est plus sociable que moi. Bah, pour preuve, elle a fait du théâtre alors que moi jamais de la vie j'aurais commencé à faire ça. Donc là, je me dis que l'écart, il se creuse. Et il y a aucune, animosité envers elle, hein. Bien au contraire, je suis vraiment admiratif de ce qu'elle fait, mais je me sens vraiment en colère contre moi-même. Mais je comprends que cette colère, elle va ne rien faire et que ça va juste empirer la situation. Il faut que je comprenne cette impuissance et le pourquoi du comment. Je suis constamment fatigué. Quand je me lève, j'ai juste une envie, c'est de dormir pour l'éternité. Je fais pas de référence à la mort, bien évidemment.
mais plutôt, d'avoir un esprit qui ne cogite pas et qui va pas sans cesse, essayer de faire des, comment dire? Des élaborations de pensées, dissonantes. Je pense que je suis vraiment dans une dissonance cognitive, que ça soit extérieurement et même intérieurement. Je me demande si j'ai pas, plusieurs, personnalités, qui sont en moi et qui font que c'est pour ça que j'ai cet esprit de contradiction à chaque fois et que je peux passer d'un extrême à l'autre. Et même quand je me regarde dans le miroir, des fois je me dis: «Mais je suis pas totalement moi-même». J'ai l'impression d'être possédé par un esprit, par, une âme errante, peu importe le nom qu'on peut mettre. Je dis ça en rigolant, mais c'est bien plus sérieux que ça parce que je me sens tellement dissocié. Et là-dessus, j'ai ma théorie, par rapport à cette fatigue qui m'est venue je vais pas dire spontanément puisqu'elle était toujours là, mais ces temps-ci, elle s'est plutôt, intensifiée. Et là, il y a une raison bien plus triste. J'ai fait un vœu, je pense, il y a 3 semaines, que mon âme sorte de mon corps et qu'elle s'émancipe dans un plan céleste, vibratoirement plus haut. Et c'est pour ça que je me sens très, très fragmenté. Mais en même temps, j'ai beaucoup plus de en tout cas, j'ai beaucoup plus de gratitude paradoxalement vis-à-vis de mon âme qui a décidé peut-être de quitter mon corps et de pas totalement l'incarner. C'est pour ça que je me sens très, très léger, que j'ai cette légèreté, mais bon, en même temps cette lourdeur, parce que je ne m'incarne pas totalement et je ne m'accepte pas et que je suis en fuite. Et ça me fait doucement rire, parce que je sais exactement mes problématiques, je sais exactement ce qui ne va pas, mais pour autant, je n'arrive pas à les appliquer, c'est vraiment un truc de dingue. Le l'émotionnel ne comprend pas, mais la logique, tout ce qui est de l'ordre de la rationalité, l'a directement saisi. Et là, encore une fois, je pense que c'est vraiment une dissociation entre mon corps et mon esprit. Mon corps, en, je vais dire, stocke toutes ces émotions, tout ce traumatisme, voilà, ce matériel traumatique, et mon cerveau l'a en quelque sorte accepté, il a déjà fait, je pense, un processus de travail qui a été, beaucoup plus élaboré et laborieux, mais le travail ne se fait pas en équipe. C'est comme si je disais à mon corps, «Ouais, non, toi tu fais ton travail, moi je fais le mien, mais tes problématiques, ça ne me concerne pas». Je pense que c'est ce que je renvoie, en tout cas c'est ce que je dis si, mon corps avait cette faculté de langage et qu'il le percevait ainsi. Je suis aussi conscient que mon corps va très mal parce qu'il me fait passer des informations, que ça soit, cette lourdeur qui me paralysie, fréquemment, et aussi ce mal de dos immense. Et fait intéressant, mon père l'a aussi ce mal de dos, et quand j'ai recherché les significations, ça m'a beaucoup parlé parce que, ça faisait vraiment référence à porter, des fardeaux, manque de communication, renfermement aussi de ses émotions, le fait de pas s'exprimer, de pas libérer la parole. Et là, je me suis immédiatement reconnu. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que certes, je refoule mes émotions, mais je les intellectualise. Donc pour moi, c'est vraiment un processus de, je sais pas, de guérison. Mais je sais que c'est pas la bonne méthode de, de faire de la sorte parce que ça peut réactiver le traumatisme. Ça peut mettre dans des phases très très perturbantes. Bon, autant dans la dépression, dans l'ennui, je peux vraiment partir au quart de tour et juste avoir envie de me suicider. Et quand je suis dans une phase euphorique, je perds totalement pied. Je suis totalement, mais encore plus désincarné, je pense, que quand je suis en état dépressif, parce que je me sens illuminé, invincible, mais je me sens aussi en connexion avec une partie plus violente de moi-même qui me regarde de loin, me scrute comme une ombre et me rappelle aussi mon infirmité et mes défauts. Donc même quand je suis en état d'euphorie, de relaxation ou de bien-être extrême, je peux avoir conscience de ces parties qui sont plus sujettes
au suicide, aux pensées noires. Et donc je suis jamais totalement, en paix avec moi-même. Parce que je suis constamment, tiraillé entre ces parts qui sont des mécanismes, hein. Autant, les parts meurtries que les parts, sécures. Je renoue depuis peu un sentiment que j'avais bien longtemps mis de côté, qui est la haine et qui revient à cause déjà de la lassitude, de j'en ai marre et par rapport à ça, c'est une des seules émotions dans lequel je me sens le plus compris et le plus moi-même dans cette justification-là. C'est pas le bon état d'esprit à avoir, on est d'accord. Toutefois, je suis vraiment dans l'incapacité de ressentir et d'éprouver du plaisir dans des formes d'expression simples. Mais le seul plaisir que j'ai actuellement, ça va être le dessin, et c'est tout. Même l'écriture, ça commence à me prendre sérieusement la tête. La poésie, pareil, parce que je me sens vraiment limité. Et je me dis que je suis seulement bon dans le dessin et que tout le restant, je suis vraiment une merde. J'en viens aussi aux stratégies que j'ai essayé de mettre en pratique pour accroître, que ça soit ma popularité en tant qu'artiste. Et je vous dis, hein, j'ai essayé de faire tous les efforts possibles. J'ai essayé de m'adapter, de faire des trends, mais j'ai pas eu de résultats satisfaisants sur le court terme. Et ça m'énerve énormément parce que je me dis, mais à quoi ça sert Je perds du temps, je perds de l'énergie déjà à filmer des séquences par rapport au processus de dessin. Actuellement, j'en ai fait 14, donc autant vous dire que ça fait énormément aussi de montage, prise en compte, que ça soit de la saturation, des contrastes, de la luminosité. Donc tout ce paramétrage va faire que ça va me prendre énormément en quantité d'énergie. Et comme j'en ai pas suffisamment, pour le restant, je peux pas, continuer ma journée comme si, rien ne s'était passé puisque j'ai été focus par rapport à ce désir de briller. Je sais que ça peut partir d'un principe, assez capricieux, voire narcissique, mais je pense que c'est ce qu'il me faut parce que j'ai ce manque de confiance et peut-être que ça peut me remettre dans un piédestal et au fur et à mesure faire que ça s'équilibre. Je dis pas que c'est la solution ultime, parce que sur le long terme, ça va faire que mon ego va se surdévelopper un peu trop, ça je le sais pertinemment, mais pour autant, si on veut partir dans l'urgence, que j'ai vraiment besoin irrésistiblement d'une aide extérieure, je pense que c'est la meilleure des choses à faire. En tout cas avec les outils que j'ai en disposition et les seules compétences que j'ai actuellement. Parce que si je veux développer d'autres compétences, que ça soit en management, comme je vous l'ai dit, et même par rapport au fait d'être seul et voilà, de gérer ma vie sans l'aide de mes parents ou même de mon frère, là, ça va me demander là, ça va me demander une quantité d'énergie plus suffisante. Note à moi-même, toujours vérifier mon micro parce que je viens de perdre 8 minutes de ma vie à filmer une vidéo sans son. Ça me fume et ça m'énerve. Donc je vais essayer de reprendre à peu près ce que j'ai dit, même si ça sera jamais mot pour mot, malheureusement. Je vais essayer de faire plus précis, plus détaillé possible, hein, bien évidemment. Donc, je vais partir du principe que les addictions au réseau m'ont éloigné déjà de moi-même, mais aussi, je suis vraiment reconnaissant de ne pas avoir accroché aux plateformes comme Snapchat, TikTok, pour la plupart des utilisateurs, et d'avoir plutôt conservé des réseaux sociaux modérés, si je puis dire ça, comme YouTube ou Instagram, malgré le fait que Instagram maintenant a beaucoup de réels qui utilisent les préférences des utilisateurs et les algorithmes pour faire qu'on va rester dessus pendant en tout cas très longtemps. Mais moi, j'essaie de me contenir et j'ai d'autres stratégies que je mets en place, comme voilà, vraiment des vidéos longues, des podcasts, des contenus qui me permettent déjà d'en savoir plus et de ne pas être en mode zombie à pas patienter à attendre d'une vidéo qui ne me servira à rien du tout, si ce n'est qu'à me faire perdre du temps et en plus à empirer ma situation parce que oui, être addict aux réseaux sociaux, ça ne fait que empirer mes symptomatologies, notamment par rapport au TDAH et même par rapport au TSA, parce que le fait d'être TSA plus introverti,
plus TDAH, ça fait que pour moi, il est inévitable d'avoir une addiction parce que c'est ce qui me permet de me raccrocher à la vie. Sans ces addictions, je vous garantis que je n'aurais aucune raison d'exister et aucune raison même de me lever. Et je vais être honnête encore avec vous, je suis sûr que je suis en dépression, mais cette dépression, elle est atténuée par mes addictions. Et donc, c'est comme si mes addictions tempérisaient ce tempérament dépressif en mettant des stratégies en place, malgré le fait qu'elles soient assez restrictives. Je sens un parfum, ça sent très très bon. Désolé pour l'interruption. Ah là là, ça fait longtemps que j'avais pas ressenti cette odeur, c'est merveilleux. Je vais essayer de voir si ça vient d'en bas. Effectivement, ça fait longtemps que j'ai jamais ressenti de parfum venant en tout cas de ma chambre. Drôle, drôle de parfum. Moi, j'adore. Bon, je tenais aussi à vous énumérer les versants négatifs des réseaux sociaux. Et je suis conscient que c'était devenu une véritable addiction pour moi. Et heureusement, je remercie le ciel et la terre, tout ce que vous voulez, de ne pas m'être inscrit sur des plateformes telles que Snapchat ou TikTok, qui pour moi sont encore plus anxiogènes, parce que l'algorithme va faire qu'on va rester pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, et rien que pour mon mental, ça va juste être catastrophique, et ça va amplifier mes symptomatologies concernant mon TDAH, puisque j'ai vraiment des difficultés par rapport aux troubles de l'attention et de l'hyperactivité. Alors moi, l'hyperactivité, pas forcément dans le sens moteur et physique du terme, mais va être plutôt va être tournée vers l'esprit, la rumination, les pensées excessives, les émotions intenses qui vont pas être régulées, et cette dopamine via les réseaux sociaux va être complètement mauvaise. Et ce qui pourrait être bénéfique en première apparence, comme par exemple publier, m'accepter tel que je suis, pourra dans un second plan se renverser contre moi-même et avoir les effets négatifs qui vont avec. Je me rends compte aussi avec le recul que YouTube a été vraiment une plateforme niche qui m'a permis de m'expanser, d'affirmer ma personnalité à travers des vidéos. Et malgré cette addiction, je suis bien heureux d'avoir pu avoir cet outil d'apprentissage qui est YouTube. Et généralement, j'aime bien aussi avoir cet esprit un peu vif, un peu geek. Et donc j'essaye de retranscrire à peu près mes passions dans des plateformes avant tout pour partager. Et je vais pas nier aussi que j'attendais beaucoup de visibilité, que ça soit des j'aime, des commentaires. Mais je sais qu'il faut avoir un mental d'acier pour gérer des réseaux sociaux, pardon. Et donc pour l'instant, je pense que je ne suis pas apte à le faire dans la continuité et dans un temps plus ou moins long. Et vraiment, ce que je remarque dans les activités que j'avais fait par rapport à YouTube, alors j'ai 7 ans d'ancienneté, donc ce qui est quand même déjà beaucoup. Je me rappelle de la première vidéo que j'avais publiée sur YouTube qui parlait d'un lézard dans un aquarium. Donc sujet assez loufoque et bizarre, hein, ce qui me caractérise bien. Et vraiment, si on me disait ouais, mais pourquoi t'es autiste? Eh ben, la réponse, elle est là, hein, dans cette vidéo précisément, qui a été publiée il me semble, le mois de juillet 2018, donc ça fait quand même un bail. Et je me rappelle vraiment de la joie et vraiment de cette gaieté que j'avais ressentie lors de cette première publication. C'est comme si j'avais soulevé des montagnes. C'était incroyable comme première sensation, et j'espère la ressentir de nouveau lorsque je publierai, que ce soit mes créations à travers le dessin, l'écriture, la poésie. Et cet émerveillement, moi, je veux l'avoir, mais toute ma vie, et ça va être mon premier moteur à faire, en tout cas sur YouTube. Ce que je constate malheureusement, c'est que je ne suis pas du tout régulier et que j'ai pu créer 300 chaînes au cours de ma vie, en l'espace de 4 ans. Et surtout en 2019, c'était ma période vraiment très très productive, malgré le fait que les sujets pouvaient être totalement aléatoires, en passant par Noël, les animaux, les jouets. J'avais même une fascination pour les aquariums avec les poissons tropicales, par exemple à l'aquarium de Paris du Trocadéro. YouTube, par rapport au reste des activités, comme j'étais quelqu'un de très solitaire et isolé, c'est devenu un refuge pour moi, vraiment une nécessité.
je ne me voyais pas continuer ma vie sans avoir ce réseau social. Il faut préciser aussi qu'il ne faut pas sous-estimer les effets que peuvent avoir certains utilisateurs sur nous. Et je pense que j'avais pas du tout d'estime de moi-même, ni de confiance en moi. Et YouTube m'a permis de me rehausser, mais je sais qu'à long terme, c'est pas forcément la solution la plus saine pour moi-même. Mais sur le court terme, ça me fait vraiment un bien fou et ça me permet un peu de rêver. Et comme j'ai vraiment cet imaginaire, YouTube a été plutôt cette matérialisation concrète de mes fantaisies très très loufoques. Aujourd'hui, mon objectif principal va être de garder absolument mes 2 chaînes YouTube, dont cette chaîne et une autre chaîne qui s'intitule Dre Zephyr, qui se spécialise autour du dessin, mais pas que, la sculpture, le collage, tout ce qui enrichit ma pratique. Et je fais parfois aussi des shorts que je publie également sur Instagram via mes processus de dessin. Donc ça, c'est ce qui me passionne énormément et peut-être que j'en referai plus aussi à l'avenir. Vraiment, je suis hyper impatient d'entrer en DNMAD parce que ça me permettra d'avoir cette acquisition à la fois des fondamentaux, que ce soit en graphisme, en design et surtout en typographie. Mais mon Dieu, que je recherche ça depuis longtemps. Et j'observe aussi que j'ai un réel problème par rapport à l'association entre le dessin et l'écriture parce que j'ai pas envie de gâcher un dessin qui m'a pris des heures et des heures à le faire. Et je pense que c'est assez légitime que je le dise maintenant. Mais pour autant, le design, c'est une notion que je ne connais pas. Et fort heureusement, quand on est élève dans une école d'art, et surtout en graphisme, en design, c'est pour se perfectionner dans cette matière. Donc forcément, je ne vais pas avoir des connaissances comme un expert, et tant mieux, j'ai envie de vous dire, parce que sinon, je ne verrais pas forcément le but d'aller dans cette école. Je ne suis pas non plus naïve pour me dire que l'année prochaine, j'aurai le même rythme de régularité au niveau de mes publications. Évidemment, ça ne sera pas tout beau, tout rose. J'aurai plus de révisions, je serai un peu plus sérieux sur ce que j'ai à faire. Et donc, je vais laisser un peu de côté les réseaux sociaux parce que ça peut être très très angoissant et énergivore pour moi. Déjà parce que je fais hyper attention aux j'aime, aux commentaires, donc avec l'interaction de mes abonnés qui sont très très fidèles pour la plupart. Mais encore, ce que je remarque, c'est que plus je suis sur les réseaux sociaux et comme je prends beaucoup les choses à cœur concernant ce que je produis, je peux être hypersensible à toute remarque. Et donc je peux quasiment me remettre en question, effacer certaines publications parce qu'elles sont trop ci, trop ça, ou parce qu'elles ne répondent pas au public, par exemple. Et donc il y aura vraiment cette notion de sacrifice et de je ne suis rien. Et pourquoi est-ce que je publie? J'ai souvent cette question-là qui me traverse l'esprit. Et j'essaye de rationaliser en me disant que c'est pas pour les autres que je publie, c'est avant tout pour moi-même, pour me rendre compte de mon évolution. Et peut-être que dans 10 ans, 20 ans, quand je regarderai mes publications, je me dirai ah oui, quand même, il y a eu un fort changement. Et oublions même la pratique artistique et les réseaux sociaux, parce que je pense que c'est plus profond que ça, c'est vraiment essayer de raconter une histoire derrière qui je suis au travers des œuvres que je produis. Et ça, je pense que c'est plus intime et plus introspective comme démarche qu'une simple appréciation visuelle de certaines personnes qui peuvent le regarder peut-être de manière totalement aléatoire, voire un peu je m'en foutiste. Mais quand même, ça contribue un peu à me rendre unique et je ne vais pas vous mentir en disant que je veux être un artiste de renommée, un artiste célèbre qui soit vu, non pas pour qui il est, mais pour qui il... En tout cas pour l'engagement, la sensibilité et même l'attrait aux divers médiums, que ce soit le collage, les expérimentations. Et c'est ça, je trouve, qui enrichit vachement le profil d'un artiste par rapport à un autre. Ça va être vraiment l'expérimentation, l'adaptation, la créativité forcément, parce que ça va jouer. Et ce que je recherche actuellement par-dessus tout, c'est comment coller mes publications, ce que je produis, à un public. Et je pense qu'il faut que je trouve l'équilibre entre ce que j'aime et ce que le public pourrait aimer. Et là, je sais que si je vais partir de ce constat-là, il faudrait quand même que je change pas mal le concept de personnalité et de style graphique, beaucoup. Il faudrait aussi que je me mette vachement à distance
de ce que je crée, parce que ce que je peux aimer ne pourra pas plaire à certains, et vice-versa. Ce que je n'aime pas pourrait plaire à d'autres. Et ça, je l'ai remarqué via une amie qui a adoré certains dessins alors que je les détestais et que c'était vraiment les pires. Et pareil pour des professeurs, donc je n'ai pas la science infuse. Et ce que j'oublie, c'est que on n'a pas tous la même vision des choses. Donc forcément, même un dessin hyper moche, entre guillemets, même si j'aime pas dire ce terme-là, pourra parler à quelqu'un d'autre, qui aura vécu une expérience, qui aura fait que ce dessin lui évoque quelque chose de par, je sais pas, les émotions qu'il produit, les sensations, ou même une anecdote. Malgré cela, j'essaye de voir le bon côté des choses. Malgré le fait que j'ai excessivement publié des vidéos qui ne m'apportent absolument rien, néanmoins, j'essaye de voir évidemment le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Sinon, je pense que je ne m'en sortirais pas du tout, puisque j'ai un esprit très perfectionniste. Cela m'a permis avant tout de recentrer mes centres d'intérêt et de voir quels sont mes points forts, quels sont mes points faibles. Mes points faibles, déjà, je pense que c'est la communication, le fait d'avoir un certain charisme. Et c'est pour cela que je ne montre jamais mon visage sur les réseaux sociaux, simplement parce que déjà je n'ai pas confiance en moi, et ensuite j'ai pas envie euh, qu'on me, qu'on me juge, voilà, sur mon physique, sur qui je suis, parce que je suis un garçon, donc je ne peux pas être artiste, plus le fait que je sois racisé, donc voilà, je suis de couleur, je vais dire, basanée, puisque je suis algérien. Et malheureusement, parfois, vaut mieux ne pas mettre sa photo d'identité et ne pas dire qui l'on est, parce qu'on peut avoir de mauvaises impressions sur la personne, et ça j'ai horreur. C'est pour ça que je me mets en anonyme et je préfère vraiment mettre mes dessins en valeur sans forcément dire qui je suis, parce que déjà ça les regarde pas, et en plus, quand un utilisateur apprécie le travail, il va pas m'apprécier en tant que tel, il va apprécier ce que je produis, et c'est ça que je recherche le plus. Il n'y a pas d'ego ou de recherche de l'approbation des autres, ça j'en ai rien à faire. Et le plus important, c'est que j'apprécie ce que je produis. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Je suis désolé encore une fois si ma vidéo n'est pas tout à fait structurée. Je pense que je vais reparler des réseaux sociaux avec peut-être plus de précision parce que je sens que j'ai un goût d'inachevé dans ma langue qui m'énerve un peu. Je suis pas dans mon maximum.